Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Comment ça va ? Cette question d'une banalité extrême a pris un sens nouveau depuis quelques mois. La crise sanitaire a en effet affecté notre morale. Une étude récente a montré que les troubles anxieux avaient augmenté de 18% dans la population. Stress, anxiété, burn-out, dépression, les problèmes de santé mentale nous touchent toutes et tous aujourd'hui à des degrés divers. L'incertitude nous empêche de nous projeter et le manque de lien social ne fait qu'aggraver les choses. Quant à notre rapport au travail, il s'est modifié ces derniers mois. Télétravail, travail en présentiel, la norme semble s'être inversée jusqu'à se poser la question « Quel sens cela a-t-il encore de revenir au bureau ?» Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors on va analyser tout ça ce soir avec notre invitée, Delphine Penauwart. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue spécialisée en psychologie de crise et en psychologie du travail, consultante en gestion psychosociale des événements traumatiques au sein de Crise Alliance. Vous avez travaillé à la Croix-Rouge, notamment au service d'intervention psychosociale urgente, et vous êtes aussi chargée de cours au sein du certificat en victimologie et psychotraumatologie à l'ULB. Alors, Delphine Penauwart, on peut qualifier, je pense, ce que l'on vit aujourd'hui de crise, une crise aiguë, importante, mais une crise qui dure. Alors, comment comprendre finalement cette crise au regard de la psychologie de crise ? Ce que nous vivons maintenant, c'est en fait une crise parce que nos systèmes ont été mis en faillite, en fait. Ce n'est pas systématique quand il y a un événement qui nous bouscule, qui arrive soudainement et qui nous confronte à une situation de danger pour notre vie, en fait, c'est ça. Hein, le virus ici, comme d'autres événements, c'est pour ça que moi je préfère parler d'événements critiques et de crise. Et la crise qui est donc l'impact de l'événement, le bouleversement qui s'ensuit, peut prendre des formes différentes. Ici, on assiste à un événement qui non seulement dure et à une crise qui dure aussi, les deux. Et donc l'événement Covid, qui est donc la contagion, la pandémie en tant que telle, si on compare à d'autres événements, ils sont souvent ils durent très peu de temps, finalement. Un accident, une agression, une catastrophe, il y a une durée en quelques minutes, en quelques heures. Ici, cet événement, cette pandémie dure très longtemps. Donc ça épuise finalement nos ressources, tant individuelles que sociales. Ce qui crée cette crise de longue durée et qui crée cet impact chronique plutôt. Et on sait que la crise, elle n'est pas vécue de la même manière par chaque individu. Qu'est-ce qui fait finalement que certains individus vont mieux gérer cette crise, donc cet événement et ses conséquences, comme vous le dites. Qu'est-ce qui fait que certains le gèrent mieux que d'autres ? Alors ça, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs et puis il y a une part d'inconnu aussi. Dans ce qu'on sait, en tout cas, c'est que les personnes qui font le mieux face à un événement critique vont finalement réagir en fonction des ressources qu'ils avaient en amont de l'événement. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur trois choses dans la vie, nous-mêmes, notre psychologie personnelle, notre personnalité, nos ressources, notre histoire individuelle, nos liens sociaux, et aussi sur tout ce qui nous dépasse et qui est plus macrosocial, les institutions dans lesquelles nous travaillons, l'État, la structure familiale, etc., etc. Et donc, ces différents niveaux vont être impactés de manière différente selon que nous avions avant la crise des ressources ou pas. Deuxième chose, l'événement Covid, on le voit comme d'autres événements critiques, peuvent impacter aussi et créer des précarités variables. Et je parle de précarité au pluriel, parce qu'on parle souvent de la précarité sous-entendue socio-économique. Mais en fait, il y a une précarité qui peut se mettre aussi au niveau social, indépendamment de notre niveau socio-économique. Précarité professionnelle, on le voit aujourd'hui. Beaucoup de gens sont en situation critique au niveau de l'emploi. Ou au niveau de des incertitudes sur leur emploi. Ces incertitudes vont créer justement de la précarité et un impact critique variable, du coup, selon les faits. Donc en amont, les ressources qui étaient présentes et pendant la crise, les ressources activables et en fonction des impacts évidemment de cette crise. Mais est-ce que justement, ce n'est pas du coup ça qui est difficile à gérer aujourd'hui, c'est cette incertitude, ce manque de perspective, cette difficulté de se projeter dans les prochaines semaines, ne fût-ce qu'à court terme, c'est très difficile aujourd'hui. Est-ce que c'est pas ça qui fait que
finalement, beaucoup de personnes peuvent se sentir mal aujourd'hui. Oui, il y a cette difficulté finalement à avoir quelque chose en perspective qui s'appelle l'espoir, qui s'appelle la croyance positive. Et c'est vrai que ceux qui s'en sortent bien gardent espoir, ont cette croyance, mais ont les ressources aussi pour pouvoir se le permettre, j'ai envie de dire. Donc certainement, ce manque de perspective crée du stress finalement et peut augmenter, c'est ça qui peut augmenter l'anxiété. Mais c'est vrai qu'en matière de santé mentale, c'est difficile, on n'a pas encore beaucoup de recul, mais il y a déjà quelques études qui montrent que la population est généralement plus anxieuse. On voit aussi qu'au niveau des hôpitaux psychiatriques, par exemple, ils ont constaté une augmentation de 30 à 40% des demandes et des arrivées sous mesure de soins contraints. Est-ce que vous craignez les impacts finalement à long terme sur notre santé mentale ? Oui et non. En fait, dans mon expérience d'autres crises, très souvent, dans les phases aiguës, et nous sommes dans une phase aiguë prolongée, la vision est évidemment connotée et colorée par ce qu'on voit proche de soi dans l'immédiat. Et là, nous avons besoin d'une vision à moyen et long terme. Et à moyen et long terme, dans les autres catastrophes, et même dans des situations très dramatiques où les blessures physiques et psychiques sont très importantes, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une grande capacité de résilience quand même de l'être humain, pour autant que certains besoins soient rencontrés. Et donc, je dirais que ça va dépendre des mesures de soins, de protection. Je suis plutôt préoccupée aujourd'hui par les soignants et les aidants psychosociaux qu'il y a à renforcer, à soutenir. Ça, c'est urgent, que pour la population, pour l'instant. En fait, c'est ça. Parce que le risque, ce serait qu'il y ait une carence au niveau des ressources pour aider la population. Ce serait ça le plus grand danger pour l'instant. Le plus grand danger. Mais c'est vrai que par rapport aux soignants, alors vous avez écrit un dossier sur la crise que vous avez rédigé avec votre collègue sur le site de Crise Alliance et vous écrivez « À partir du moment où elles bénéficient d'un soutien approprié, la plupart des personnes s'en sortiront sans être traumatisées et ne nécessiteront pas de soins psychologiques ou de thérapie spécifiques. » Or, aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'il y a un vrai traumatisme dans le chef d'une partie du personnel soignant et du personnel des maisons de repos. Nous, par exemple, pour certains reportages, on a rencontré du personnel de maisons de repos qui nous parlent de traumatisme et qui disent qu'elles ont du mal à surmonter le traumatisme qu'elles ont vécu lors de la première vague. Est-ce que, du coup, ça veut dire qu'elles n'ont pas reçu nécessairement le soutien approprié à ce moment-là ? Je dirais pas ça. Je dirais, enfin j'en sais rien, peut-être que oui, si elles le disent, elles le vivent comme ça, donc c'est dans leur, bien sûr, c'est dans leur vécu. Ce que je pense, encore une fois, c'est qu'on n'est pas sorti de l'événement Covid, donc il est trop tôt pour parler d'après-coup. Je dirais que ces personnes, ce qu'elles disent, c'est que ce qui se passe et ce qu'elles vivent dans leur travail, elles le vivent comme un traumatisme, l'événement et ce qu'il se passe. Est-ce qu'elles vont être traumatisées à long terme ? Je n'en suis pas certaine. Je vois beaucoup, moi, plutôt d'épuisement que de traumatisme aujourd'hui. Je vois beaucoup de souffrances au travail qui sont des réelles souffrances au travail, qui ne sont pas forcément des traumatismes dans le sens strict du mot. C'est-à-dire qu'il y a des manuels diagnostiques qui nous permettent aujourd'hui de dire un traumatisme psychique, c'est avec telle et telle caractéristique. Aujourd'hui, on n'a pas une vue précise de ça parce qu'il n'y a pas de diagnostics qui sont pour l'instant faits. Dans cette phase aiguë, ce n'est pas le moment. Le moment est le moment encore du soutien social et peut-être qu'il y a à renforcer ce soutien social, ce soutien dans la communauté, le fait aussi que, par exemple, des personnes soient renforcées sur leur lieu de travail en termes de charge de travail, de charge psychosociale, parce que c'est des lieux de travail qui étaient déjà parfois en situation limite. Et donc, une crise comme la pandémie Covid vient mettre le système en faillite. Et c'est là la difficulté aujourd'hui rencontrée par de nombreux services hospitaliers et paramédicaux. C'est qu'il y a une faillite du système, mais qui était faillible avant la crise. C'est-à-dire quand on fonctionne, par exemple, en effectif réduit, sous-effectif ou limite, dès l'instant où il faut une augmentation des ressources à cause de la crise, on n'y arrive pas. Et donc, il y a cet aspect-là. L'autre aspect, c'est la question de la proximité avec la mort, en fait, qui n'est pas beaucoup évoquée aujourd'hui. On parle de charge de travail, mais dans les lieux de travail où, de par les patients qui sont décédés, donc maisons de repos, services hospitaliers, etc. Je pense aussi aux services à domicile parfois.
la proximité avec le nombre de morts et cette mort soudaine et qui arrive de manière non prévisible et brutale pour certains patients, choque les soignants. Et là, il y a du travail à faire plutôt d'accompagnement au deuil, mais donc qui n'est pas alors qui peut être traumatique aussi, mais qui est un deuil parfois qui est normal, mais qui fait souffrir et qui est peu traité dans nos sociétés aujourd'hui. Et là où il y a qui là encore montre les failles de nos systèmes, mais là plus macro-sociaux, sur qu'est-ce qu'on fait nous en tant que communauté humaine quand il y a des personnes qui décèdent en général et qui décèdent de manière brutale en particulier. Oui, donc on voit qu'effectivement, c'est vrai ce terme par exemple de traumatisme, pour vous c'est vraiment plus, il faut voir derrière ce qu'il y a et donc plutôt une souffrance et comment on accompagne cette souffrance. Mais justement aujourd'hui, comment on peut accompagner ces soignants, ces membres du personnel hospitalier ou du personnel de maison de repos qui doivent faire face au deuil, qui doit faire face à cette souffrance dans le travail, comment on peut les accompagner? Alors, c'est d'abord de vérifier de quoi ils ont besoin, eux, en fait, aujourd'hui, sans faire des présupposés sur leurs besoins. Donc, par exemple, avant de proposer des démarches de soutien psychologique, il y a parfois, parce qu'on voit ça en situation, je fais le parallèle avec d'autres situations de crise que la Belgique a déjà vécues d'ailleurs. Il y a des événements macrosociaux ou plus micros qui ont déjà eu lieu. On a l'expérience d'autres événements potentiellement traumatiques et critiques. Comme des attentats, par exemple. Par exemple, Guy-Languien, des accidents de train, des agressions. On a un paquet d'expériences déjà sur lesquelles nous baser. Et ce qu'on voit, c'est que dans ces situations-là, les personnes ont d'abord besoin que leurs besoins primaires soient respectés. Donc, des soignants qui n'ont pas, par exemple, leurs besoins primaires respectés, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils peuvent rentrer chez eux suffisamment pour dormir? Quelles sont leurs heures de travail? Est-ce qu'ils ont des moments pour faire des pauses physiquement et psychiquement? Est-ce qu'ils ont... quels sont leurs besoins, en fait, au quotidien pour faire leur travail? Est-ce qu'ils ont les besoins de base, les outils, les conditions pour faire leur travail correctement? Ça, c'est la première démarche à faire, c'est d'évaluer leurs besoins avec eux ou avec leurs représentants. Deuxièmement, on peut effectivement mettre en place rapidement du soutien immédiat dans cette phase qui est encore critique pour leur permettre de... ventiler les émotions, partager ce qu'ils vivent dans des lieux, on va dire, bienveillants et neutres et de confort. Parce qu'on ne sait pas toujours le faire avec ses collègues ou avec sa hiérarchie. Mais donc d'abord les besoins primaires, renforcer aussi le partage avec des personnes qui peuvent comprendre, et ça, ce sont les pairs d'abord, avant tout. Et puis, et ça peut s'organiser avec de l'aide, mais le besoin aussi d'être soutenu par sa hiérarchie est très important et entendu par rapport à ses besoins. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas spécifiques à la crise, mais qui vont être très, très importantes dans ces moments-là. Et là, on voit bien, et ça, nous le voyons aussi dans notre travail d'accompagnement dans les institutions et les organisations, c'est que les lieux de travail où il y avait déjà de l'écoute, de la reconnaissance, sont plus résilients, en fait, que ceux où ça n'existait pas ou moins, où il y avait des dysfonctionnements institutionnels déjà de ce côté-là. Et c'est ça qui va faire résilience au travail. Oui, donc on voit que finalement, comme dans d'autres secteurs où on a déjà dit la crise a finalement révélé des inégalités, finalement la crise a aussi révélé des dysfonctionnements de la société, du travail et autres. Alors c'est un des aspects salutaires des crises, c'est qu'elles provoquent le chaos, la souffrance, la mort parfois. Mais elle peut être salutaire si on regarde les failles qui sont révélées et les ressources aussi. Il n'y a pas que les failles, il y a aussi les ressources qui sont révélées par les crises. Alors, vous parliez des effets positifs, du coup j'ai envie d'enchaîner. C'est que pour vous, de façon générale, quels sont les bénéfices que l'on peut déjà retirer de cette crise de la Covid-19? Est-ce que vous voyez déjà quand même certains éléments salutaires? Alors, vous avez cité un petit peu ici pour le travail, mais est-ce que vous en voyez d'autres ou de façon plus générale, quels sont les bénéfices? Oui. Alors, donc, je dirais qu'il n'y a pas d'effet positif, mais c'est vraiment ça, c'est des bénéfices secondaires, on peut dire. C'est-à-dire que dans un deuxième temps, certainement, même si personne ne souhaite ce qui se passe, ce qu'on peut voir effectivement, c'est que des individus ou des groupes familiaux, sociaux ou parfois institutionnels sont davantage centrés
avec l'obligation de choisir ce qui est important et essentiel. C'est-à-dire de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est essentiel ? Et de remettre le focus là-dessus. Donc ça, c'est un bénéfice secondaire. Un deuxième bénéfice, je dirais, c'est aussi pour toutes ces personnes qui sont dans une certaine conscience, évidemment, et une certaine... je dirais peut-être une certaine humanité, c'est d'avoir conscience de ses privilèges aussi. Par effet contraire, par effet comme une dia, vous voyez, du côté inverse noir-blanc de la dia, c'est de se dire, ben moi j'ai un certain nombre de privilèges par rapport à d'autres et j'en suis consciente, ce qui est quand même, je trouve, un bénéfice aussi de cette crise. D'avoir conscience de ces privilèges, c'est un premier pas pour établir un certain nombre d'inégalités. Alors ensuite, je pense aussi que il peut y avoir un effet dans les groupes de prise de conscience de certaines ressources dont on n'avait pas conscience hors crise. C'est-à-dire voir ce qui crée des failles, mais voir aussi ce qui crée des ressources, des personnes qui se révèlent ou des choses qui se révèlent aux personnes. Hein, donc il y a ces deux aspects-là qui peuvent être plus manifestes en situation de crise. Alors Delphine Pédomard, je disais, vous êtes psychologue spécialisée en psychologie de crise et en psychologie du travail. Et justement, dans notre rapport au travail, on peut dire qu'il y a quand même quelque chose qui a changé ces derniers mois. Alors ne fût-ce que tout simplement en termes physiques, c'est-à-dire que le télétravail est quand même devenu la norme dans toute une série de métiers où c'est possible, évidemment. Alors déjà, rien que ça, le télétravail versus le travail en présentiel, qu'est-ce que ça a comme impact sur le travail en lui-même et sur nous ? Mais là, encore une fois, je trouve que c'est intéressant parce que ça pose la question de ce qui a réellement de l'importance, du sens et de la présence. Qu'est-ce que ça veut dire être présent dans son travail, être présent à l'autre aussi ? Et on voit bien que ce n'est pas une question de présence physique seulement. C'est-à-dire que, bien sûr que être présent physiquement est quelque chose qui permet de communiquer verbalement, mais aussi non verbalement, et on voit qu'on en a besoin. Mais ce n'est pas juste la présence physique, c'est aussi le contact physique. Les gens ne se serrent plus la main, donc dans les sphères privées, c'est s'embrasser, etc. Au boulot, c'était aussi s'embrasser quand on se connaît bien, mais c'est aussi ne fût-ce que se serrer la main. Donc ça crée une distance physique, les gestes barrières qui portent bien leur nom. C'est une barrière au virus, mais c'est aussi une barrière sociale. Ce sont des barrières au contact et à un certain rapprochement. Donc ça pose la question de la présence. Et la présence, c'est pas toujours, quand on est en présentiel au bureau, il y a un enjeu aujourd'hui qui est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut être présent et, je vais dire, actif dans son rôle au travail, qu'on le fasse derrière un écran ou qu'on le fasse en présentiel. Deuxième chose, il y a une flexibilité qui est devenue obligatoire pour les employeurs et qui... même les plus résistants au télétravail avant la crise sont obligés de se poser cette question, de se dire mais finalement, est-ce que la question de la présence physique sur place est vraiment importante ou bien c'est la question des résultats du travail ? Est-ce que ce qui est important, c'est que les gens fassent vraiment leur rôle ou bien est-ce qu'ils pointent de 8 à 17 et qu'ils soient physiquement là, mais finalement, psychologiquement, peut-être un peu absent à certains moments. Hein, donc cette question de la présence et de l'efficacité est reposée autrement par cette crise. Oui, et c'est vrai qu'on voit que, par exemple, quand il y a eu le premier déconfinement, il y a toute une série d'entreprises qui ont ressollicité assez vite leurs employés pour qu'ils reviennent au travail, peut-être dans des plus petites structures. J'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'entends, que dans les plus grosses structures, on incite peut-être moins à ça, mais dans les plus petites, en tout cas, il y a l'importance du contact, d'être là, et donc les employeurs ont assez vite ressollicité leurs employés pour qu'ils reviennent au bureau. Donc ça veut dire que quoi, ici le changement dont vous parlez, ça risque d'être un changement de courte durée, ou vous pensez quand même qu'il y aura inévitablement un changement sur la durée et un changement de fond ? Alors, je dirais que globalement, oui, il y aura un changement généralisé sur un certain nombre de structures. Maintenant, c'est comme à un niveau individuel. Vous pouvez décider que quand vous êtes dans une situation difficile de vie, et que vous recevez des feedbacks des événements, enfin, que les événements vous remettent en question ou que les autres vous remettent en question, vous pouvez décider de prendre ce feedback et d'apporter des changements, de vous remettre en question ou pas.
Et dans les structures, ça va être pareil, c'est-à-dire que ça va dépendre des leaders des structures. Est-ce que, grâce à cette crise, ils vont remettre en question peut-être certains fonctionnements organisationnels ou pas ? Les impacts vont être variables là-dessus. Deuxièmement, ça va dépendre du type d'activité. On ne peut pas la comparer une activité ou une autre. Si vous êtes dans un service qui a une aide médicale ou psychosociale avec des personnes dont le public est présent dans la structure, ces personnes, ils ne font pas du télétravail. Depuis le début de la crise, ils sont sur le pont. Et donc... l'enjeu, la question se pose pas seulement pour les collègues, mais pour le public qu'ils aident. Ce qu'on voit dans les évaluations qui ont été faites récemment, c'est pourquoi les gens reviennent sur les lieux de travail, si ça a un sens déjà, mais en particulier que c'est plus efficace, par exemple, de se voir avec un collègue en présentiel par rapport à un projet ou à une activité, et aussi lié au type de travail qui est fait. Si j'ai besoin d'avoir un lien social plus à mon bénéfice personnel parce que ça me fait plaisir d'y aller, et puis aussi si ça m'aide à faire une meilleure séparation entre ma vie privée et ma vie professionnelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier les personnes qui, chez elles, ont du mal à faire du télétravail parce qu'elles vivent dans des petits espaces, parce qu'il y a les enfants présents, parce qu'il y a les deux conjoints qui sont avec un ordinateur, et donc elles aspirent, elles, à revenir parce que c'est plus simple. Donc, ce qui va être difficile pour les employeurs, c'est de faire des règles générales et puis des règles différenciées selon les types de situations. Oui, de pouvoir s'adapter au bien-être finalement de chacun et en tout cas être flexible aussi à ce niveau-là. Voilà. Et c'est vrai qu'on voit que ce qui motive peut-être certains, c'est vraiment ce contact aux autres qui fait quand même partie intégrante du travail. C'est le contact avec les autres. Je dirais que ça fait partie intégrante de notre état d'être humain. Nous sommes des êtres fondamentalement sociaux. Et à moins que nous ayons des enjeux par rapport à ça, nous en avons besoin en fait dans nos vies sociales et au travail. Alors c'est vrai que de façon plus générale, là dans les dernières mesures qui ont été annoncées, on est dans un confinement un peu moins strict que ce qui avait été décidé en mars-avril, et notamment le gouvernement nous dit, voilà, on a voulu favoriser quand même un minimum de lien social, et donc on nous permet de garder contact au moins avec une personne, on veut éviter l'isolement. Vous avez l'impression que du coup, ça c'est bénéfique, c'est quelque chose qui était important de sauver quand même ce minimum de lien social? Oui, certainement. Après, je ne sais pas si la règle du plus une personne nourrit suffisamment nos liens sociaux. Et avec la vague actuelle, et donc ce que je dis là, c'est vrai pour maintenant, c'est pas valable ad vitam aeternam, mais on voit bien que le climat est très anxiogène, et donc ça freine quand même les contacts. Oui, en plus on est dans une période qui est un peu particulière, alors tout simplement liée à la saison. C'est vrai qu'en mars-avril, voilà, il faisait beau, on pouvait encore un petit peu se balader. Ici il fait sombre, on est en hiver, on sait que c'est une période qui est quand même déjà plus propice aux dépressions, à l'anxiété, au stress, etc. Est-ce que du coup on peut craindre ça, que cette période particulière, la saison, etc., fasse qu'il y aura un vrai impact sur la santé mentale des Belges? Oui, alors par la saison, mais aussi par le fait que c'est une période où il y a une série de syndromes psychologiques, là si on voit dans les pathologies psychiques, qui dans la période ici, je pense aux dépressions saisonnières, etc. Donc ce qui risque d'y avoir, c'est un cumul. Quand même, parfois, on a des surprises aussi sur certains impacts psychiques. On voit par exemple que des personnes qui sont inquiètes de sortir pour des raisons d'anxiété habituelles, indépendamment du Covid, pour des questions d'anxiété sociale, sont plus à l'aise avec un masque, par exemple, de sortir. Donc, il y a des effets parfois surprenants sur certaines pathologies. Maintenant, si on regarde simplement la plupart des personnes qui ne sont pas dans la pathologie, mais qui vont avoir des effets quand même psychologiques de cette crise, il faut distinguer les deux. Il peut y avoir un effet cumulatif à nouveau, et là je pense plus aux personnes qui sont au niveau du travail en surcharge, en stress cumulatif, en fatigue, en épuisement. Eux, ils vont avoir un effet cumulatif d'une série de facteurs, effectivement. Oui. Alors j'ai l'impression qu'on n'a jamais parlé autant de santé mentale qu'aujourd'hui, et que peut-être que
pour une partie de la population, finalement, les problèmes alors des pathologies, on va dire, liées à la santé mentale étaient vraiment des choses qui étaient réservées à une petite tranche de la population, aux plus faibles, hein, diront certains. Est-ce que finalement cette crise pourrait avoir ça de positif, qu'elle pourrait déstigmatiser finalement un peu les problèmes de santé mentale? Oui, tout à fait. C'est vrai que la santé mentale était très fort pointée comme la santé, finalement, comme la maladie psychiatrique. Enfin, c'est fort associé, hein, alors que la santé mentale fait partie de la santé physique. Mais je pense aussi à la santé sociale. Et celle-là, on en parle moins et ça contribue grandement à la santé mentale, en fait. Hein, la santé, finalement... Enfin, les trois sont liés. Et c'est vrai que dans cette crise, ça met le focus sur l'importance du vécu des personnes, en tout cas. Alors, on voit qu'il y a une importance aussi en matière de psychologie de crise. La prévention est importante. Est-ce que du coup, comment finalement mieux prévenir une potentielle nouvelle crise sanitaire qui pourrait arriver dans quelques années? Disons qu'on passe celle-ci. Comment mieux prévenir la prochaine? Oui. Donc, à dire, c'est assez simple. À faire, souvent, peu investi, parce que quand c'est pas la crise, personne ne veut s'occuper des crises, ou plus difficilement. Et donc, la prévention passe par deux choses. C'est diminuer le risque d'occurrence du problème. Donc ici, c'est qu'est-ce qui peut limiter le fait que des pandémies et des virus se développent. Ça, c'est le premier volet. L'autre volet, c'est augmenter les ressources utiles si la crise advient malgré tout. Ça, c'est les deux grandes lignes. Et donc, tout ce qui va pouvoir renforcer dans notre société les ressources est bon à prendre. Ressources au niveau médical, mais ressources aussi au niveau psychosocial. Et donc, si on dit, en situation de crise, on a besoin, par exemple, alors ici, c'est particulièrement impacté, des liens sociaux pour nous soutenir, pour tenir le coup, eh bien, la question est à poser à un niveau macrosocial, de dire dans une société, qu'est-ce qui crée du lien social, qu'est-ce qui fait résilience, qu'est-ce qui peut nous servir d'appui au quotidien, mais aussi quand il y aura une crise. Et donc, pour faire ça, on fait ce qu'on appelle la gestion des risques, c'est-à-dire qu'on peut identifier, faire des scénarios pour se dire qu'est-ce qui peut arriver, quels sont les risques, quels sont les risques d'occurrence de ces éléments et comment on peut mettre en place les ressources qui seront les plus adaptés. Donc ça prend une posture, je dirais, de courage, d'humilité et d'agir réellement quand on est hors crise. Surtout pour les hommes et les femmes politiques au pouvoir, c'est de se dire « j'agis aussi quand il y a une situation qui sera revenue à pas la normale, mais à une situation plus paisible, hors risque, hors crise ». Pour oser regarder ces choses-là et prendre les mesures préventives et mettre des moyens pour que ces mesures préventives soient présentes dans la durée et avec un regard pluridisciplinaire sur ces moyens de prévention. Ce n'est pas seulement avoir des stocks de masques. Oui, et c'est vrai que, par exemple, ici, on a été fort critique sur le fait qu'on n'était de nouveau pas prêt totalement pour cette deuxième vague. Est-ce que vous pensez que c'était vraiment jouable de finalement faire cette prévention entre la première et la deuxième vague? Est-ce qu'il y avait vraiment moyen de tout réadapter ou c'est nécessairement quelque chose qui prend du temps et qu'on sera prêt pour une éventuelle pandémie qui arriverait dans 1-2 ans, mais on ne sait pas faire ça sur un temps si court? Mais c'est pas une question de temps, je dirais que c'était trop tôt parce que oui, c'est une deuxième vague, mais c'est la même crise. Et donc c'est très compliqué. Je pense juste que certains peuvent réfléchir en tenant compte de ce qui se passe de manière continue. Et ça, c'est important d'avoir un regard continu et pas de se dire, tant que la crise n'est pas en point final, de pas trop vite se réjouir, je dirais, que c'est fini. Et donc garder un œil sur ce qu'il faut mettre comme moyen de prévention en continu et regarder les besoins en fait de la population et des professionnels en continu. Mais ici, on est toujours dans la même crise. La crise n'est pas terminée, en fait. L'événement n'est pas terminé et la crise non plus. Alors juste pour terminer sur peut-être une note d'espoir, quelque chose de plus positif, c'est que plusieurs fois là, pendant l'interview, Delphine Pennewaert, vous nous avez parlé de résilience. Est-ce que finalement la société, les personnes, les institutions, les organisations professionnelles même avec lesquelles vous travaillez, est-ce que elles vous ont étonné par leur résilience? Oui,
je trouve que globalement, justement, il y a beaucoup de signes de solidarité, d'appui, de remise en question, de flexibilité, de soutien, tant du côté de la population en général que des professionnels. Sur le terrain, beaucoup de débrouille, de garder le cap aussi des différentes personnes, quel que soit leur type de travail, et de soutien entre les personnes au travail, en famille. Bien sûr, il y a des lieux où c'est beaucoup plus critique, mais je vois aussi beaucoup de solidarité, de compréhension et de responsabilité de la part des citoyens et des professionnels. Ben voilà, donc on termine quand même par une note un petit peu d'espoir et un peu positive. Delphine Penwart, merci beaucoup. Donc je rappelle que vous êtes psychologue spécialisée en psychologie de crise et en psychologie du travail. Merci à vous de nous avoir éclairés sur cette thématique tellement, qui nous concerne toutes et tous, je pense, aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et une très belle soirée à tous.